Dans le cadre des conférences grand public de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Arnaud Montreuil, professeur du département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui vient nous présenter sa conférence intitulée « Armes et amour, l'invention de la chevalerie au 12e et 13e siècle ». Bonne écoute. Ça va. Merci beaucoup, Alexandre. Le titre change, le propos aussi, vous verrez depuis le résumé. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier vivement Alexandre pour sa présentation ainsi que pour m'avoir invité à donner une conférence dans le cadre de ce cycle de conférences. Je remercie aussi mes collègues de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval, Pierre-Luc ici présent, ainsi que les doctorants et les gens à la maîtrise, et vous toutes et tous de vous être déplacés ce soir pour entendre parler d'histoire médiévale, parce que c'est quand même une occasion rare. Ce n'est pas tous les jours où ça arrive. Votre déplacement en ces murs me semble d'autant plus riche que le Morin Center où nous nous trouvons est aujourd'hui le siège de la Literary and Historical Society of Quebec, la toute première société savante du Québec et du Canada. Je vous jure, je vais parler de chevalerie, je ne me suis pas trompé de sujet. Fondée en 1824 par la Bonne Société de Québec réunie autour du gouverneur Dalhousie, cette société fut le creuset des tout premiers efforts visant à encourager une culture historique savante en sol bas canadien, et c'est à elle que l'on doit la publication des 3 premiers volumes des documents historiques relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France. Par votre présence ce soir, donc, dans ce bâtiment en partie consacré à préserver et transmettre le goût de l'histoire, et par cette conférence, nous nous inscrivons ensemble dans une tradition bicentenaire de réflexion et de discussion sur l'histoire, c'est-à-dire sur le changement des sociétés dans le temps, parce que c'est ça l'histoire, le changement des sociétés dans le temps, et plus précisément sur un temps long, puisque c'est la mission de ce beau cycle de conférences, animé par l'Institut d'études anciennes et médiévales, de faire comprendre l'intérêt, et je dirais même la nécessité, d'étudier l'histoire antique et médiévale pour comprendre notre monde. Même s'il y a eu des chevaliers en Nouvelle-France, et même si la reine d'Angleterre, le président français et le premier ministre du Québec s'amusent encore aujourd'hui à faire des chevaliers, c'est à la chevalerie telle qu'elle apparaît au Moyen Âge que cette conférence est consacrée. En une petite heure, je tâcherai de vous entraîner dans une traversée des siècles, en partant de l'Empire carolingien jusqu'à l'orée du 14e, mais en insistant surtout sur les 12e et les 13e siècles. Pas parce qu'ils sont mieux que d'autres, honnêtement, je pense qu'ils sont mieux que les autres, mais parce que ce sont que je connais le mieux, ce sont ceux que je connais le mieux, et surtout parce que ce sont ceux qui ont vu se mettre en place les principaux éléments constituant la chevalerie. Mais avant de parler de la chevalerie médiévale, j'aimerais d'abord prendre le pouls de la salle et vous demander ce à quoi vous pensez lorsqu'on vous demande de songer à la chevalerie. Si je vous dis chevalerie, vous dites quoi? Camelote. Bon, imaginaire arthurien. Donc, princesse. Il y a toute l'histoire, toute l'idée du preux chevalier qui gagne la main de la belle princesse. Dragon. Dragon? Ouais, OK. Cervantes, un auteur. Donc, vous voyez, quand on parle de chevalerie, en fait, on tire tout un univers de sens. Il y en a qui sont relatifs effectivement à de la matière médiévale, mais à ses transformations, parce que quand, Jimmy, tu parles de Camelot, je pense que tu penses plus à Alexandre Astier qu'à la légende arthurienne. Alexandre, tu fais référence à des motifs courants dans la littérature médiévale. Quand on parle de dragon, là, on est à peu près dans le fantastique aussi avec Donjon Dragon, mais on est aussi avec le dragon qui incarne le diable et que les chevaliers combattent, notamment dans le roman Ségurant qui a été retrouvé l'an dernier par Emmanuel Arioli. Donc, vous voyez, ça vient avec toute une sorte d'imaginaire. Donc, dans les réponses de l'auditoire et sans doute aussi dans l'esprit des autres qui n'ont pas parlé, la chevalerie, en fait, elle traîne avec elle tout un ensemble de signes et d'images qui mêlent à la fois des éléments historiques, des éléments romantiques, comme dans le cadre de cette peinture, des éléments politiques aussi, des éléments guerriers,
et aussi, évidemment, des éléments ludiques et cinématographiques. Ça s'explique par le fait que la chevalerie, depuis le 19e siècle, a été la cible d'un gros effort d'investissement idéologique dans notre société, ou par notre société contemporaine. Pour les artistes romantiques et pour les forces sociales traditionnellement conservatrices comme les aristocrates britanniques, les membres du clergé catholique ou les individus et les collectifs opposés à l'industrialisation, le chevalier et la chevalerie sont considérés comme des choses positives et comme le signe d'un passé considéré comme meilleur. Pour les mouvements libéraux ou socialistes, à l'inverse, ainsi que pour les forces progressistes en général, le chevalier est la plupart du temps présenté comme un symbole d'oppression et de violence arbitraire caché sous un vernis de bonne manière et de faste vaniteux. Mais la chevalerie, c'est aussi un symbole rassembleur, que ce soit pour inciter les hommes à joindre les rangs de l'armée avant d'aller se faire joyeusement massacrer pendant la Première Guerre mondiale, à illustrer des pamphlets de lutte contre la tuberculose, à essayer de vous vendre des assurances. Et surtout, la chevalerie fait vendre en général, comme en témoigne la liste toujours plus longue de films et de jeux vidéo qui la mettent en scène. En somme, la chevalerie a deux histoires. Une histoire médiévale, ancrée dans l'Occident médiéval qui l'a vu naître, et une histoire contemporaine, marquée par l'utilisation de l'imaginaire chevaleresque, sans cesse réactivé depuis le 19e siècle. Mais ce soir, nous tenterons vraiment d'étudier la première en se défaisant de certaines idées reçues. Prenons donc la question par le début. Qu'est-ce que la chevalerie et comment, d'un point de vue historique, peut-on la définir? Dans la littérature savante du 20e siècle, on trouve généralement trois définitions. C'est celle que vous avez au tableau. La première définition de la chevalerie, c'est celle d'une classe sociale composée de combattants à cheval. Cette définition, qui est typique des travaux d'histoire sociale et économique, s'intéresse surtout aux chevaliers en tant que possesseurs de terres, en tant que nobles, si vous voulez, et à la chevalerie en tant que statut social, surtout pour comprendre comment il se situait par rapport aux autres pouvoirs, donc pouvoir aristocratique, pouvoir clérical, mais aussi par rapport à ceux qui cultivent la terre ou par rapport aux moines. Généralement, les historiens qui, encore aujourd'hui, considèrent la chevalerie comme une classe sociale, travaillent essentiellement à partir de chartes ou de documents diplomatiques en latin. Selon la deuxième définition, en revanche, la chevalerie est un idéal, un code d'honneur garantissant une supériorité morale à la personne qui le respecte. Cette définition est caractéristique des travaux de littérature médiévale ou d'histoire de la littérature médiévale depuis la fin du 19e siècle. Les spécialistes de la littérature et de l'imaginaire médiéval adoptent souvent cette définition pour analyser les discours étoffés que véhiculent les romans courtois et les chansons de gestes sur l'idéal chevaleresque. Vous voyez ici qu'il y a clairement un effet de source, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la chevalerie en fonction des documents que l'on observe. D'un point de vue typiquement historien, c'est les documents diplomatiques comme les chartes. D'un point de vue plus littéraire, évidemment, on a accès à d'autres types de discours qui présentent la chevalerie comme une construction imaginaire très étoffée. Une troisième définition, développée depuis les années 80 par l'historien Maurice Keene et plus récemment par un autre historien britannique, David Crouch, considère en réalité la chevalerie comme un habitus ou comme un ethos, c'est-à-dire une manière distinctive de voir le monde, de se comporter en société et d'interagir avec les autres selon qu'ils sont égaux, c'est-à-dire chevaliers, supérieurs ou inférieurs. Cet ethos, cette façon d'être au monde, cette façon de se comporter en société, elle est d'abord et avant tout caractéristique des membres du groupe social des chevaliers, mais il le dépasse aussi en tant que forme culturelle, puisqu'il devient au XIIe et au XIIIe siècle reconnaissable par tous et par toutes. On sait que quelqu'un est un chevalier à la manière dont il se comporte en société. Et cette définition, que vous aurez compris que je fais mienne, a été créée par des médiévistes attentifs depuis les années 80 à travailler à la fois avec des documents diplomatiques et avec des documents littéraires comme les chansons de gestes et les romans de chevalerie. Et comme nous le verrons implicitement tout au long de la présentation, l'éthos chevaleresque repose sur deux grands piliers, les armes et l'amour. Pour comprendre pourquoi, commençons par brosser le portrait historique de leur apparition. Nous sommes au tournant du Xe siècle, dans l'espace bordé par les Pyrénées, par l'Elbe et le Danube dans le coin de la Bavière, et par la Manche et la mer du Nord au nord. Ce territoire,
c'est le territoire qui correspond à peu près à celui de l'Empire carolingien, qui commence, à partir de la fin du 9e siècle, à se décomposer irrémédiablement. Pendant longtemps, on a considéré que les incursions scandinaves, que les pillages des pirates arabo-musulmans ou que les raids fulgurants des cavaliers hongrois avaient entraîné la chute de l'Empire carolingien. S'il est certain que ces événements ont provoqué ou ont accéléré la dislocation de l'Empire, ils n'en sont pas les principales causes. L'Empire carolingien a surtout été victime de sa propre dynamique. Fondé sur une dynamique d'expansion continue sur Charlemagne, qui, hormis, à deux exceptions, 2 ans, a mené des expéditions guerrières chaque année de son règne, mais paradoxalement régi par un idéal de paix chrétienne et de soumission à l'empereur, l'Empire carolingien ne réussit pas, au 9e siècle, à surmonter ces contradictions. Un empire fondé sur la guerre qui prétend être solidifié par un idéal de paix. Et donc, une fois la dynamique d'expansion vers l'extérieur de l'Empire bloquée, et par là la source continue de nouvelles terres et de nouveaux butins à donner aux fidèles qui font la guerre pour vous, c'est vers l'intérieur même de l'Empire que les fils de l'empereur et la suite armée de leurs vassaux ont cherché le moyen d'accroître leur pouvoir. Les rois carolingiens, Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve, et les plus admirables penseurs de l'Empire ont pourtant tenté de solidifier cet empire, non seulement par l'invention de formes politiques, si vous voulez, comme la vassalité, mais aussi par le développement d'un idéal important, celui de la militia. Sous l'Empire, la notion de militia désigne quoi? Le service honorable que doivent rendre au roi les grands du royaume. Celui qui sert dans le cadre de la militia est appelé miles, au pluriel milites, un mot latin qui fait à la fois écho aux soldats de la Rome antique et à notre propre conception de ce qui est militaire. Vous connaissez miles et militia qui donnent militaire dans notre langue, mais qui vraiment, à l'époque carolingienne, désigne celui qui rend service. Le miles, à l'époque, ça pouvait tout autant être un aristocrate laïque qui fait la guerre pour le roi, mais ce pouvait être aussi un homme d'Église qui, par la prière et par son action, amenait le salut des fidèles, ou en tout cas amenait les fidèles vers le paradis. Et donc, ensemble, les deux milices, la milice de ceux qui combattent et la milice de ceux qui prient, formaient la milice du royaume, chargée de servir le suzerain carolingien, dont la première tâche était d'assurer le salut de son peuple. Mais ce bel idéal de la militia, qui est théorisé en premier donc, par les penseurs carolingiens, ne réussit pas, vous l'aurez compris, à arrêter les forces centrifuges à l'œuvre au sein de l'Empire. Dans chacune des régions de l'Empire, à l'échelle locale, les aristocrates laïcs et ecclésiastiques se réorganisent autour de pouvoirs princiers locaux. Les titulaires de ce nouveau pouvoir peuvent être des princes apparentés aux Carolingiens ou des membres de grandes familles aristocratiques carolingiennes portant le titre de duc ou de comte. C'est à ce moment-là où on voit vraiment les ducs et les comtes apparaître comme pouvoirs princiers autonomes. 3 raisons expliquent cette montée des pouvoirs princiers autonomes et le ralliement des aristocraties locales. D'abord, la volonté d'avoir accès au roi et à sa justice, et la possibilité de gagner sa faveur grâce à sa proximité. Le roi carolingien, l'empereur carolingien, est quelqu'un de loin. À partir du Xe siècle, les aristocrates cherchent à se doter de puissants rois, princes ou comtes pour avoir directement accès à cette personne et à sa justice. Ensuite, il y a un mouvement de fixation tendancielle des hommes et des femmes partout dans la chrétienté, autour des cimetières, des églises paroissiales et des villages, au fur et à mesure d'une évolution profonde qui réorganise toute la production agricole et le prélèvement seigneurial sur une base locale. Enfin, il y a aussi la nécessité bien réelle d'une protection à la fois contre les assauts, selon les régions, des marins scandinaves, des pirates arabo-musulmans ou des fameux cavaliers hongrois. Et donc, c'est dans ce contexte, dislocation de l'Empire, réorganisation du pouvoir sur une base locale, que les différents pouvoirs aristocratiques à l'œuvre au sein de chaque nouvelle principauté entament un processus de localisation. Les ecclésiastiques sont à l'avant-plan de ce processus. Les évêques font vraiment de leur cathédrale le siège de leur puissance et la projection de leur action. Les moines font la même chose avec les monastères. Et un peu à la traîne, les grands aristocrates laïcs commencent à projeter à leur tour leur pouvoir à partir d'un lieu qu'on invente à cette époque-là, qui est le château. Au XIe et XIIe siècle, ces grands seigneurs, en particulier les ducs, princes et comtes, s'approprient les pouvoirs royaux de fiscalité, de guerre et de justice.
Et pour être aidés dans leurs tâches, dans les nouvelles tâches qu'ils se sont données à l'échelle locale, ils confient certains de ces châteaux à des fidèles qui en deviennent des châtelains, et les princes, comme les châtelains, s'entourent d'hommes d'armes chargés de les servir honorablement et de les aider dans leurs fonctions de guerre et de justice, notamment de guerre à cheval. Ces hommes, vous l'aurez compris, ce sont les milites. Souvent issus des grandes familles carolingiennes, donc on parle vraiment des hautes strates de la société. Plus rarement, ça arrive de médiocre extraction, fils de paysans, fils de laboureurs. Ces hommes qui dépendaient du pouvoir d'un châtelain ou d'un seigneur laïque ou encore ecclésiastique, c'est possible, furent progressivement qualifiés de miles ou de milites sous la plume des scribes et chroniqueurs monastiques. Il faut insister là-dessus. Tout ce que l'on sait des milites au 10e, 11e siècle, on le sait par des clercs qui écrivent en latin et qui ont toujours une perspective ecclésiale du monde, c'est-à-dire qu'ils voient le monde à travers un cadre qui est profondément un cadre chrétien. Mais le fait que les moines et les chroniqueurs commencent à appeler ces hommes d'armes guerriers des milites, c'est le signe que dans la pensée des moines, on pouvait étendre à ces hommes d'armes qui sont attachés au service des châteaux et des princes le devoir prestigieux du service honorable, c'est-à-dire que les milites, en fait, font le service honorable de défendre l'Église et surtout de donner des terres aux moines en échange de prières pour leur salut. Et c'est vraiment grâce aux moines chroniqueurs au 10e et 11e siècle, aux moines chroniqueurs comme Orderic Vital, comme Guillaume Jumièges, comme Raban-Mort, qui écrivent des histoires sur leur temps, qu'on est capable de deviner que les milites, vraiment à travers l'écran de l'écrit monastique, ont un ensemble de pratiques sociales par lequel ce groupe, qui régit les interactions au sein de ce groupe. C'est ce qu'ont montré notamment des historiens comme Matthew Strickland, comme John Gillingham, ou en France, Dominique Barthélemy. Donc, ces groupes de milites qui sont attachés au service d'un château ou d'un prince, on les voit en fait se constituer autour de 4 éléments ou 4 comportements. Le premier de ces éléments, c'est l'invention et l'adoption progressive de la charge à cheval avec la lance couchée. C'est-à-dire que dans les premiers siècles du Moyen Âge, les cavaliers, lorsqu'ils se battent de façon plus ou moins ordonnée, et généralement, ils vont à la charge en brandissant la lance en haut. Or, plus on avance dans le Moyen Âge, et plus se développe la technique de la lance couchée, c'est-à-dire de caler la lance contre son bras et sur la selle, et ainsi, quand vous chargez puis vous avez une lance à côté comme ça, le cavalier se transforme en véritable projectile vivant. Le maniement de la charge à la lance couchée, ça demande un grand entraînement et ça permet le développement de techniques et d'un esprit collectif. Vous l'avez ici, parmi les premières images de cette nouvelle technique de charge à la lance couchée, sur la broderie de Bayeux. En même temps, on voit qu'il se développe entre les milites une éthique de la guerre. C'est-à-dire qu'entre milites, je fais par exprès de ne pas dire chevalier, vraiment, parce qu'ils ne sont pas encore appelés comme ça dans les textes. Entre milites, même ennemi, on se rend compte qu'on ne cherche pas la mort de l'adversaire. On tente plutôt d'être clément avec lui et de l'attraper vivant, sans lui faire subir de mutilations pendant la captivité, parce que vous ne voulez pas qu'il vous fasse la même chose, afin, ultimement, de le rançonner. Mais cette éthique de la guerre se double d'une prétention à l'exercice d'une violence légitime ainsi que d'une culture de la fed et de la vendetta. C'est-à-dire qu'entre eux, les groupes de milites entretiennent toujours des petites guerres internes. Ils ont besoin de la guerre parce que chaque fois qu'un milites fait la guerre, c'est en quelque sorte une occasion pour lui de réactiver toutes ses solidarités, de voir le jeu se récomposer. Donc, le but, ce n'est pas nécessairement de tuer l'adversaire. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, vous pouvez aller massacrer ses paysans, puis brûler ses champs, puis rentrer chez vous après. Puis lui va faire la même chose avec les vôtres. Le but, ce n'est pas de vous entretuer. Mais la guerre sert à structurer le groupe. Enfin, il faut le dire, l'éthos des milites, c'est un éthos de groupe. Il ne concerne que les aristocrates laïcs qui montent à cheval et qui chargent à la lance couchée, car dans la bataille, la piétaille est joyeusement massacrée. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas ce respect-là pour ceux qui ne font pas partie du groupe. Donc, bien que les documents historiques ne donnent pas la parole au 11e et 12e siècle, ne donnent pas la parole aux milites, ou qu'ils ne le fassent qu'indirectement par le truchement des moines,
les milites tirent déjà leur puissance des armes et de l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le cas des armes, c'est une évidence. Pendant toute la période médiévale, le service honorable du prince est un facteur d'ascension sociale majeur, et cela est encore plus vrai en ce qui concerne le service armé à cheval pendant les siècles centraux du Moyen Âge. Qui plus est, pour les femmes et les hommes de la société médiévale, qui lisent tous les événements comme des signes divins dont on doit déchiffrer le message, la victoire aux armes, la victoire à la guerre, sont des témoignages de la faveur de Dieu. L'amour, plus précisément le mariage, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, ne doit pas non plus être sous-estimé. Et c'est le sens de l'apparition du motif de la princesse dans la littérature chevaleresque. En effet, dans les sociétés traditionnelles, le mariage, c'est le principal moyen de reproduire la cohésion entre les groupes dominants. C'est par les alliances matrimoniales que se nouent les solidarités qui lient entre elles les familles des milites attachées à un même château ou à un même prince. C'est aussi par des mariages que peuvent être liquidées des vieilles inimitiés ou que deux parentés de milites peuvent se rapprocher dans la perspective de s'entraider à la veille d'un conflit contre un ennemi commun. Les femmes, parce que je parle milites, on associe ça au masculin, mais évidemment, quand on parle de milites, il faut penser aux familles de milites. Donc, les femmes dans les familles de milites sont des véritables tisseuses de paix entre les familles, mais une paix qui n'est scellée dans la durée que lorsqu'elle est, je dirais, garantie par l'arrivée d'un enfant, qui est vraiment le lien d'union entre deux parentés. Mais l'amour qui soutient les milites ne se limite pas à l'amour conjugal, puisqu'un lien d'amour et de charité unit tous les chrétiens entre eux, et notamment les milites aux moines, surtout pour les 10e et 11e siècles. Lorsque les milites donnent des terres à un monastère, c'est un don qui est considéré comme le signe de l'amour qui existe entre celui ou celle qui donne et celui ou celle qui reçoit. Donc, lorsque les milites donnent des terres à un monastère, ils reçoivent un don plus grand encore, la prière des moines pour leur salut, ainsi que la reconnaissance et la mise par écrit par les moines du pouvoir que les familles de milites exercent sur les terres et les hommes. Ensemble, donc, le succès aux armes, l'alliance matrimoniale et le soutien des moines garantissent la richesse matérielle. Armes et amour permettent d'obtenir des terres, soit par la faveur du prince ou du seigneur en récompense de services rendus, soit par l'héritage, qui permet à l'héritier ou à l'héritière de participer à la domination exercée sur les terres et les hommes par les membres de sa parenté. Ce bel équilibre que je viens de vous décrire, cependant, est malmené à partir de la seconde moitié du 11e siècle. Pourquoi? Pardon? Réforme de l'Église, réforme que vous lirez plus souvent, que vous connaîtrez plus souvent, sous le nom de réforme grégorienne. Donc, c'est quoi cette réforme de l'Église? Eh bien, à partir de 1050, il y a un mouvement de réforme de l'Église issu des monastères bénédictins dans la mouvance de l'abbaye de Cluny qui souffle sur toute la chrétienté. Les réformateurs réussissent à s'installer à la tête de la papauté et de là, ils s'engagent dans un long processus d'encadrement de l'entièreté de la société médiévale. Les clercs, les moines et les prélats réformateurs souhaitent en quelque sorte créer le royaume de Dieu sur terre en présentant l'Église comme le seul moyen d'atteindre cet idéal, et les clercs, les prêtres entre autres, comme les seuls médiateurs légitimes du pouvoir divin. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire « hors de l'Église, point de salut ». Or, la première cible des tentatives d'encadrement social des clercs furent les rois, les princes et les milites. Bref, les aristocrates laïcs. Ceux-ci, on l'a vu, fondaient leur puissance dans les armes et dans l'amour. Aussi, les clercs ont-ils tenté de les contrôler. Donc, d'une part, on assiste à une véritable tentative de définir le bon usage des armes. Dans toutes les zones où le pouvoir aristocratique laïque royal était faible, je pense à la Bourgogne, je pense à l'Aquitaine notamment, les aristocrates ecclésiastiques imposent ce qu'on appelle la paix de Dieu, c'est-à-dire qu'ils disent en gros, les chevaliers maintenant, les milites, vous avez juste le droit de vous battre entre le mercredi et le vendredi, puis jamais le dimanche. Donc il y a vraiment l'idée qu'on part d'un calendrier chrétien et on oblige les milites à s'y conformer. Les clercs menacent aussi toutes les personnes qui participent à des jeux équestres ou des tournois, j'y reviendrai sur le jeu équestre et le tournoi, d'excommunication. C'est quoi l'excommunication? C'est d'être rejeté
en dehors de la société des chrétiens et de ne plus avoir le droit de communier. Donc, chaque dimanche, de faire partie de la société chrétienne. Et elle ne fait pas qu'interdire les choses, elle a aussi une prescription positive. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là aussi, c'est dans ce mouvement de réforme que les prêtres, ou en fait, que la papauté invente la notion de croisade pour dire, écoutez, les aristocrates laïcs, la bonne forme de combat, celle que vous devez faire. Quand vous voulez vous battre, hein, bien, vous allez vers Jérusalem, puis vous allez vous battre contre les ennemis de la chrétienté, puis surtout, vous obéissez à ce que nous, les prêtres, on vous dit. Donc, il y a une tentative réelle de contrôle des armes, et il y a aussi une tentative réelle, en même temps, de contrôle de l'amour et de contrôle du mariage, parce que les évêques et les moines s'affairent à prendre le contrôle des alliances matrimoniales. Les réformateurs font du mariage qui était auparavant une affaire laïque, un sacrement. Le mariage, ça n'a pas toujours été un sacrement. La date de naissance du mariage comme sacrement, c'est le 12e siècle, au terme de ce processus de prise de contrôle ou d'encadrement de la société par l'Église. Puis, en même temps que les prêtres prennent le contrôle du mariage, ils définissent de façon extrêmement agressive des interdits matrimoniaux. C'est-à-dire que les prêtres disent, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de vous marier en deçà du 7e degré grégorien. C'est quoi le 7e degré grégorien? C'est vous n'avez pas le droit de vous marier avec quelqu'un qui a un ancêtre avec vous dans votre arbre généalogique jusqu'à votre arrière-grand-père. En gros, c'est personne que vous connaissez quand vous êtes dans un village médiéval. Hein. C'est vraiment l'idée. Ça veut juste dire que dans tous les cas, vous devez aller voir le prêtre et lui demander si vous avez le droit de vous marier avec cette personne-là. Ça, c'est l'effet concret. Le prêtre et le pape se donnent le droit à l'évêque et le pape surtout, se donnent le droit de vous offrir des dispenses. De dire, oui, je t'accorde le droit de te marier avec ta petite cousine, disons. Mais le principe, c'est que désormais, vous êtes obligé de passer devant l'évêque ou le pape pour demander l'autorisation de vous marier. Alors même que le mariage, c'est le pilier de la structuration des groupes aristocratiques. Donc, cette prise de contrôle du mariage, c'est lourd de conséquences parce que le principe matrimonial de base des réseaux aristocratiques, jusque-là, des réseaux de militesse, c'est de renouer et renforcer des liens au sein d'un même groupe de parenté par des renchaînements d'alliances après quelques générations. Donc, vraiment, l'Église dit toute la façon dont vous structuriez votre pouvoir par le mariage, mais ça ne fonctionne plus. Les prélats et les réformateurs ont donc instauré une dynamique de coopération, compétition inégale avec les aristocrates laïcs. En gros, les aristocrates laïcs pouvaient voir leur domination sociale justifiée et légitimée par un discours ecclésial, pourvu qu'ils se soumissent à l'autorité de l'Église. Dans le cas contraire, les papes et les évêques n'hésitaient pas à passer à l'attaque par l'excommunication, allant jusqu'à frapper d'interdit le roi de France pour ses mariages incestueux et le roi d'Angleterre pour le meurtre de l'évêque Thomas Becket. Mais les rois, princes et militesses ne sont pas restés les bras croisés devant les tentatives de contrôle ecclésial. En réaction à la tentative de mainmise des clercs sur la définition de l'usage légitime des armes et de l'alliance matrimoniale, les aristocrates laïcs ont entrepris de définir eux-mêmes et dans leur langue, c'est-à-dire en ancien français puis dans les autres langues vernaculaires, ce qu'était un chevalier et ce qu'était la chevalerie. La chevalerie telle qu'elle apparaît dans les années 1175-1225, hein, qui sont ce laboratoire d'invention de la chevalerie, dans l'Europe du Nord-Ouest, c'était donc à la fois un système de représentation inventé pour l'aristocratie laïque, par l'aristocratie laïque, et une forme, je dirais, de contre-culture qui s'opposait aux prétentions cléricales de supériorité sociale. Ce faisant, les chevaliers se donnaient les moyens de se réapproprier les armes et l'amour en structurant de manière originale l'idéal chevaleresque autour de pratiques distinctives et de récits fondateurs, Camelot, le roi Arthur notamment, mais aussi les romans de l'Antiquité. Les évolutions structurelles donc des rapports entre les aristocrates laïcs et les autres groupes de la société médiévale ont créé les conditions propices à la formulation explicite de l'idée de chevalerie, mais celle-ci a eu besoin, pour se cristalliser, d'un catalyseur interne, d'un catalyseur endogène. Ce catalyseur, ce fut la cour du jeune roi Henri, fils d'Henri II Plantagenet, qui était à la fois duc de Normandie et roi d'Angleterre, entre 1176 et 1182. Pourquoi? Parce qu'entre 1176 et 1182, d'abord, il n'y a pas de guerre dans l'Europe du Nord-Ouest. Il n'y a pas de guerre entre le roi d'Angleterre et le roi de France, puis il n'y a pas de guerre entre le roi d'Angleterre et ses fils, parce que le roi d'Angleterre
son principal passe-temps, c'est de faire la guerre avec ses fils, ou plutôt l'inverse. Et donc, condamné à l'errance dans les espaces de la France du Nord à la suite de sa révolte ratée contre son père, le jeune roi Henri II n'a rien d'autre à faire que de passer tout son temps en divertissement aristocratique. Et effectivement, il parcourt l'entièreté du nord de la France en tenant des cours splendides, qui sont le théâtre de dépenses somptuaires, de jeux de guerre, de festins et d'amusements courtois. Elle réunissait des chevaliers qui venaient d'Anjou, de Normandie, d'Angleterre, de Flandre, de Hainaut, de Champagne et de France, ce qui favorisa l'unification des représentations de l'aristocratie laïque d'Europe du Nord-Ouest autour des pratiques chevaleresques. C'est le brassage, c'est le laboratoire, et il y a énormément de clercs qui, par la suite, écrivent sur la chevalerie, qui ont été dans ces réseaux-là. Donc, dans les années 1160 à 1235, dans les régions d'Europe du Nord-Ouest, où tous les aristocrates laïcs avaient des versions dialectales de l'ancien français pour langue maternelle. Le latin, c'est la langue savante, mais les aristocrates laïcs, y compris en Angleterre jusqu'en 1399, c'est le français qui est la langue de la noblesse. Donc, dans toutes les régions d'Europe du Nord-Ouest, tous les aristocrates laïcs parlent des versions du français. Et ces régions deviennent, à chaque endroit, des laboratoires littéraires qui contribuent à la définition de la chevalerie, soit par son exaltation, soit par sa critique ou par sa contestation. Mais vous savez, quand vous critiquez ou vous contestez quelque chose, en même temps, vous affirmez que la chose existe, quoi. Donc, la création d'une littérature chevaleresque sous l'impulsion des plus puissants seigneurs de l'époque, comme le duc d'Aquitaine ou le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, c'est paradoxal, hein, mais le roi d'Angleterre est le grand mécène des premiers romans de langue française. C'est indissociable du succès de la chevalerie comme forme culturelle. En choisissant la littérature comme vecteur de l'idéal chevaleresque, les aristocrates laïcs contestaient le monopole ecclésiastique de la culture lettrée en tentant de s'approprier son prestige, cependant qu'ils le faisaient par la promotion des langues vernaculaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une grosse portion du pouvoir des moines et des prêtres qui viennent de leur maîtrise de l'écriture et de leur maîtrise du latin. Donc, ce que font les aristocrates laïcs quand ils inventent la chevalerie, et ils l'inventent dans la littérature, c'est de voler ou de s'approprier l'écriture, mais en même temps d'écrire avec leur langue à eux. Les aristocrates laïcs ont d'ailleurs pleinement investi deux genres documentaires littéraires en particulier, les chansons de geste et les romans en vers et en prose, qui sont typiques, vraiment, c'est des espaces qui leur sont propres, qui sont des espaces de création d'idéal chevaleresque. Les chansons de geste, dont la plus célèbre, c'est la chanson de Roland. Le plus ancien manuscrit est conservé à Oxford, parce que c'est là où on a produit les premières, c'est en Angleterre qu'on a produit les premières chansons de geste en français, ou qu'on les a écrites, du moins. Les chansons de geste, ce sont des textes qui légitiment la domination des aristocrates laïcs en les présentant comme les seuls remparts contre les ennemis de la chrétienté. Dans les chansons de geste, ils sont constamment en train de se battre contre les Arabes, contre les Slaves, contre les Vikings, vous comprenez? Puis c'est juste les chevaliers qui peuvent sauver la chrétienté. Les moines et les évêques ne peuvent pas faire grand-chose. Elles évoquent aussi les rapports internes au groupe chevaleresque, qui sont des rapports souvent problématiques, en mettant en scène des relations de tension qui existent entre un seigneur et ses barons au sujet de la distribution des terres, réparties justement ou non entre ceux qui, d'une part, les méritent et ceux, d'autre part, qui les ont par voie d'héritage. Pour leur part, en dépit de leur caractère faussement enfantin, les romans de chevalerie sont de véritables élaborations savantes qui construisent et discutent à travers les thèmes de l'amour courtois, on y reviendra, de la table ronde et de la quête du Graal, les représentations fondamentales qui assurent la structuration interne du groupe chevaleresque, c'est-à-dire l'alliance et l'affiliation, donc tout ce qui touche à la famille, et la légitimation de la domination chevaleresque, en la présentant comme plus près du sacré. Les romans arthuriens, dans l'apparente bizarrerie de leur épisode, sont en réalité toujours à double sens. Et c'est au sens second, au sens métaphorique, au sens allégorique, que réfléchit le public initié lorsqu'il écoute un roman de chevalerie, parce qu'il scrute dans les exploits des chevaliers les vérités divines supérieures de la même manière que les moines font le tour du cloître en ruminant leur lecture. On ne peut pas insister assez sur l'importance des chansons de geste et des romans en vers et en prose dans le succès de la chevalerie comme forme culturelle. En effet, les récits, les chansons de geste, les romans en vers, c'est lu devant un auditoire composé de plusieurs personnes qui sont ensemble et qui reçoivent ensemble la lecture à voix haute de ces histoires.
Puis ça, en fait, c'est une forme, on sait que c'est une forme de réception socialisante qui est particulièrement performative. C'est comme quand vous écoutez la télé ou un film en famille, quoi. Vous le voyez personnellement, mais en plus, vous en parlez. Ce qui fait qu'en même temps que vous recevez l'histoire, vous la partagez puis vous la discutez avec les personnes qui sont autour de vous. Et donc, c'est vraiment cette espèce le rôle de la littérature et ce type de réception particulière favorise réellement le développement d'une culture chevaleresque. Et c'est aussi une réception qui est performative. Parce que quand on vous présente, c'est comme les pubs à la télé, c'est le même principe. Hein. Quand on vous présente la chevalerie sous un jour positif, mais vous finissez par avoir envie d'agir comme un chevalier et d'être respecté comme tel. Donc, la littérature, c'est vraiment essentiel. La chevalerie, on ne l'associe pas toujours à la littérature, mais c'est vraiment essentiel dans la diffusion majeure de cette idée. Et je dirais dans le fait que les pratiques se mettent à se ressembler un peu partout en Europe. Parce que ce qui assure la cohérence des pratiques, c'est la façon dont elles sont décrites et présentées dans les chansons de gestes et les romans courtois. Or, ce n'est pas facile d'agir comme un chevalier. Il faut sans relâche cultiver ou prétendre cultiver une série de vertus. La prouesse martiale, la largesse, ça c'est la générosité, hein, la loyauté, la bonté, l'honnêteté, le respect envers les femmes, la fidélité et le service dû à Dieu, au roi et à l'Église. Mais en échange de ces obligations, du respect de ces obligations hyper morales, les chevaliers pouvaient et demandaient la reconnaissance de leur supériorité sociale et de la légitimité de leur domination. La chevalerie et ses vertus permettaient également d'unifier le groupe aristocratique laïque autour de l'idéal chevaleresque en brouillant les différences de statut entre ses membres. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça fait la chevalerie? D'une part, ça valorise d'une certaine manière la naissance. Parce que les plus grands héros chevaleresques, ce sont tous des fils de rois, des fils de ducs, des fils de comtes, qui finissent par marier des princesses. Donc, la naissance est valorisée dans une société où ça compte. Mais elle n'en fait pas un critère exclusif. On ne naît pas chevalier, on le devient. Elle ne nie pas non plus l'importance des rapports féodaux, mais elle présente la chevalerie comme une association moralement supérieure formée d'hommes égaux parce qu'ils sont chevaliers. C'est ça l'image de la table ronde. C'est même si les naissances sont inégales, quand vous êtes chevalier, vous êtes égaux avec les autres chevaliers. Et plus encore, parmi ces égaux autour de la table ronde, elle réintroduit la notion du mérite. Parce que les chevaliers sont constamment à la recherche du meilleur chevalier du monde. Le meilleur chevalier du monde, c'est lequel? C'est celui qui casse le plus la tête de ses adversaires dans les tournois. C'est celui qui fait le mieux la cour aux dames. C'est celui qui donne le plus d'argent. Donc, vous voyez, on est dans une hiérarchie d'égaux. On se reconnaît tout le monde comme égaux. Et c'est qu'entre nous, égaux, qu'il peut y avoir une compétition méritocratique pour la meilleure place. Et elle promeut enfin un idéal éthique de partage, de dons et de redistribution des biens matériels et monétaires en exaltant la largesse. La largesse, c'est subtil, mais c'est important. La largesse, c'est la forme aristocratique, laïque et chevaleresque de la charité chrétienne. Donc, on s'empare de la définition des moines de ce qu'est l'amour et la charité et on l'adapte complètement au monde chevaleresque. Donc, on exalte la largesse tout en attribuant systématiquement les péchés d'avarice aux marchands, aux artisans et aux paysans, qui peuvent toujours, par leur richesse, prétendre accéder à la chevalerie. Donc, on les garde à distance aussi. On unit le groupe aristocratique et on garde les autres à distance. Mais pour que la chevalerie existe, c'est bien beau qu'elle soit dans les romans de chevalerie, mais dans les chansons de gestes, pour que la chevalerie existe, elle a besoin de s'incarner. Il faut l'incarner dans des pratiques, et la plus emblématique de ces pratiques, c'est sans doute le tournoi. C'est quoi le tournoi? Il ne faut pas avoir en tête le film A Knight's Tale avec Heath Ledger. D'abord, il charge sans armure, ça c'est quand même déconseillé. Mais il ne faut pas avoir en tête l'idée d'un cavalier qui fait face à un autre cavalier qui s'affronte par combat singulier. Ça, c'est des tournois qui existent, mais à la fin du Moyen Âge. Le tournoi, en réalité, c'est un jeu équestre guerrier qui apparaît au nord de la France
dans la région entre la Picardie et la Flandre des années 1120-1130. Donc, au départ, on est vraiment ici pour les premiers tournois attestés. Pourquoi? Parce que ce sont des espaces frontaliers de seigneuries et de comtés qui sont alors très riches, très peuplés, avec une aristocratie laïque fortement structurée, mais de superficie restreinte. Donc, vous avez plein de petits territoires puissants qui se touchent. Et dans ce contexte, c'est clair que le tournoi est d'abord et avant tout une forme sublimée de la guerre. On ne fait pas la guerre, on joue à la guerre à la place. Mais dans les années 70 du 12e siècle, pendant les fameuses années de faste et d'errance de la cour d'Henri le Jeune Roi, les tournois prennent un caractère central dans l'affirmation de la chevalerie et ils se codifient, ils prennent un caractère institutionnalisé. Donc, c'est quoi un tournoi? C'est un événement festif qui dure plusieurs jours avec des commensailles où les chevaliers les plus jeunes s'affrontent et la journée du tournoi à proprement parler. Donc, toujours situé sur les frontières et les espaces intermédiaires des principautés et tenu sans égard pour les calendriers chrétiens, ils constituent par leur existence même un pied de nez à l'Église. En fait, l'Église dit ces espaces sont positifs et ces temps sont positifs, et les chevaliers font par exprès de faire exactement le contraire quand ils organisent un tournoi. C'est pour ça que l'Église n'a de cesse de les interdire. Donc, les tournois, ça rassemble des aristocrates laïcs qui, eux-mêmes, se regroupent en deux équipes opposées. Au moment du tournoi, les deux équipes entières se mettent en mouvement et s'affrontent. Donc, c'est vraiment des camps qui, autour d'un seigneur avec une suite de chevaliers, se mettent en mouvement pour affronter d'autres groupes en les chargeant à la lance couchée. L'objectif dans le tournoi, c'est de faire une prise. Une prise, c'est donc de renverser un adversaire, de le forcer à se constituer prisonnier et de le forcer à vous promettre une rançon en échange de sa liberté. On sait qu'il y a des tournois où il y a des chevaliers qui se font renverser, qui retournent dans leur tente, qui prennent un autre cheval, qui prennent un autre équipement, qui retournent à la guerre, qui se font renverser, qui retournent à leur tente, qui repartent, bref, et qui, à la fin de la journée, doivent 3 rançons. Et inversement, il y a des chevaliers qui repartent de la journée avec 5 chevaux des adversaires qu'ils ont pris. Donc, le jeu guerrier du tournoi, vous le comprenez, le but du tournoi, ce n'est pas d'être un affrontement mortel, c'est d'amener vraiment l'adversaire à se constituer prisonnier et à demander sa libération en échange d'une rançon. Et à la fin de la journée, le meilleur chevalier du tournoi est élu par les grands qui y participent et il reçoit un prix. Quel prix selon vous? Pardon? C'est pas des terres. Une femme? Non, non, ça c'est dans les contes de fées. Non, un pain, un cygne, un brochet, un poisson. L'honneur surtout. Mais bon, des animaux et des poissons, quand même, ça renvoie aux réalités spirituelles. C'est un beau cadeau. Mais l'idée du tournoi qui est associée à la femme et à la belle héritière, de gagner la main d'une princesse en étant le vainqueur du tournoi, c'est parce que l'enjeu réel du tournoi derrière le jeu, c'est que c'est le lieu de... Comment dire ça? C'est le lieu de socialisation et de rencontre des chevaliers entre les princes les plus puissants qui cherchent à recruter des chevaliers à leur service, puis des petits chevaliers qui ont accès comme ça, qui ont la possibilité de montrer leur talent et d'être recrutés par un grand prince. Puis, au fond, le grand prince, ultimement, s'il est content de vos services, il va vous marier une des riches héritières de son entourage. Donc, l'idée donc, de gagner la main d'une héritière dans un tournoi, c'est condenser toute la chaîne du service idéal. Mais c'est effectivement le lieu où on gagne de l'honneur, c'est le lieu où on se fait remarquer du point de vue du petit chevalier, et c'est le lieu où on peut accéder au grand prince. Et à l'inverse, c'est un lieu de recrutement pour les grands princes. Étant donné la violence des tournois, qui ne sont pas censés être des rencontres mortelles, mais qui peuvent le devenir, je vous donne un exemple. Le cousin du roi de France, Robert de Clermont, a eu toute sa vie des lourdes séquelles d'un coup reçu à la tête lors du tournoi offert en son honneur le jour de son adoubement. Bad luck. Donc, étant donné la violence des tournois, un équipement équestre défensif coûteux est nécessaire. Pour résister au choc de la charge à la lance couchée, projectile vivant contre vous, ils adoptent des selles renforcées, se carapassonnent sous de lourdes armures de fer et protègent leur tête sous des aumes qui masquent complètement le visage. Donc, des grands progrès dans l'armement défensif, mais sous ces armures complètes, dans le feu de l'action, comment distinguer un ami d'un adversaire? Comment savoir où est votre seigneur quand vous devez vous porter à sa rescousse en plein milieu d'un tournoi?
Eh bien, c'est ce problème très concret qui stimule l'invention des armoiries, comme vous avez là. Composées de symboles et de couleurs distinctives, peintes sur les boucliers, les bannières et les surcots des chevaliers et des chevaux, les armoiries permettaient de reconnaître rapidement les chevaliers sur le champ de bataille et dans les tournois. Ça devient véritablement des marqueurs et des signes de réseau chevaleresque aussi. Parce que les armoiries, elles ne se transmettent pas de génération en génération, comme on l'entend souvent. Elles combinent des éléments qui se rapportent d'abord et avant tout à la seigneurie qu'on tient, au seigneur que l'on sert, et secondairement à son groupe de parenté, dans la mesure où son groupe de parenté dépend d'abord et avant tout de l'enracinement seigneurial et du service du prince. Et les armoiries eurent un succès tel, comme signe de la chevalerie, qu'une catégorie particulière de serviteurs de l'aristocratie, les héros d'armes, avait pour fonction de les connaître. C'est d'ailleurs l'origine de la fonction du héros d'armes du Canada, qui existe toujours à Ottawa, qui peut dessiner vos armoiries si vous lui écrivez. Une deuxième forme de représentation chevaleresque, le sceau équestre, se développe dans les mêmes années. Fait de cire ou de métal, le sceau, c'est un objet qu'on attache à une charte, dit-on, pour authentifier l'acte, mais c'est surtout pour s'assurer de représenter l'acte de la donation initiale dans le temps. Or, très vite, les seigneurs laïcs inventent et adoptent une forme toute particulière de sceau, le sceau équestre, qui représente un chevalier en armure monté sur son destrier avec une épée ou une lance. Et cette iconographie originale, vraiment le sceau, les armoiries, témoigne vraiment du fait que l'idéal chevaleresque et l'autoreprésentation en chevalier constituent des formes efficaces de légitimation de l'exercice du pouvoir sur la terre et les hommes. Au XIIe et au XIIIe siècle, la chevalerie, les armoiries et le sceau s'obtiennent à l'issue d'une performance solennelle, l'adoubement chevaleresque. L'adoubement chevaleresque, c'est quoi? C'est l'acte de magie sociale par lequel un jeune homme est fait chevalier en recevant des armes de la main d'un seigneur. Lors d'une journée de fête, d'ailleurs, devant un large public. La pratique est assez codifiée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une vigile de prière, un bain, puis au moment de la performance proprement dite, on apporte aux futurs chevaliers tous les objets qui lui serviront. Donc les chausses, l'armure, le aume, la lance, on lui ceint l'épée. Parfois, on lui donne une large tape derrière le cou en signe de décapitation symbolique ou de renaissance, si vous voulez. Parfois, il y a un baiser entre le chevalier et son adoubeur. Et donc, du point de vue du chevalier, l'adoubement chevaleresque, c'est un rite de passage. C'est ce qui différencie les écuyers des chevaliers. Mais en même temps, l'adoubement a des effets profonds sur la société. Parce que si on regarde simplement l'adoubement comme pratique de création d'un nouveau chevalier, si on regarde simplement l'adoubement du point de vue du chevalier, on ne voit que le rite de passage. Il y a des écuyers qui subissent l'adoubement et qui deviennent chevaliers. Mais en réalité, le véritable effet de l'adoubement du point de vue de la chevalerie, c'était de séparer les aristocrates laïcs qui étaient chevaliers ou qui étaient appelés à le devenir du reste de la société. C'était d'inventer une pratique qui permettait de créer de la distinction par rapport aux autres groupes sociaux, de faire exister la chevalerie en la distinguant des humbles, des clercs et des femmes qui n'avaient pas le droit, effectivement, de faire la guerre à cheval. Par ailleurs, l'adoubement reprenait exactement les formes de l'ordination cléricale. Il constituait à ce titre une tentative claire de rivaliser avec les clercs en présentant les chevaliers comme des gens qui sont eux aussi engendrés par une sorte de sacrement, puis eux aussi engendrés par l'Esprit Saint. Donc, affirmation de l'identité de la chevalerie et rivalité constante et réappropriation constante du discours des clercs. C'est aussi dans ce contexte de compétition avec les clercs qu'il faut replacer l'apparition de ce que nous appelons l'amour courtois, mais que les médiévaux appelaient le philomore. La topique de l'amour courtois, c'est en effet une forme de contre-attaque idéologique et culturelle de l'aristocratie laïque face au contrôle clérical. Pour les évêques et les moines, il existait deux types d'amour. Un amour spirituel, un amour pur, un amour platonique, qui est partagé entre les fidèles chrétiens par l'Esprit Saint, et un amour inférieur, charnel, sexuel, toujours menacé d'être souillé par le péché originel s'il ne s'inscrit pas dans l'institution du mariage chrétien. Évidemment, vous aurez compris que les clercs se présentent comme les spécialistes du premier,
et associe les chevaliers au second. Le principe de l'amour courtois, ça constitue donc une réplique à cette conception de l'amour, puisqu'il consiste à affirmer que la meilleure façon d'aimer, c'est en réalité celle des aristocrates laïcs. L'amour fin, ce qu'il présente comme l'amour fin, c'est une forme d'amour pur et spirituel qui repose sur une sublimation du désir charnel entre un chevalier et sa dame. Cette inversion du rapport de domination entre les hommes et les femmes, normale dans la société médiévale, conduit à placer le chevalier en position d'humilité par rapport à sa dame, de la même manière que le vassal l'est par rapport à son seigneur, que le fidèle l'est par rapport à la Vierge ou par rapport aux reliques du saint patron de sa paroisse. Dans sa première forme historique, c'est-à-dire celle des troubadours dans le sud de la France ou celle du récit de Tristan et Iseult, l'amour courtois est purement subversif. On le voit clairement dans l'amour tragique qui unit Tristan et Iseult, en fait, qui conduit à déstructurer l'entièreté de la société. C'est l'histoire d'un adultère. En gros, on refuse le discours des clercs sur le mariage et on valorise, dans une certaine mesure, au XIe siècle, dans Tristan et Iseult et chez les troubadours, la relation sexuelle en tant que porteuse de plaisir. C'est subversif, c'est juste un refus du contrôle des clercs. Mais dans sa deuxième forme historique, telle qu'elle se développe dans la France du Nord et en Angleterre dans le dernier quart du XIIe siècle, l'amour courtois connaît une transformation décisive qui conserve sa charge subversive vis-à-vis des clercs, mais qui devient structurant pour les chevaliers. Pourquoi? Parce qu'on décrit l'amour courtois comme devant prendre place au sein du mariage, qui est le pilier de la structuration des groupes aristocratiques laïques. Et c'est vraiment l'enjeu, l'amour fin au sein du mariage, c'est l'enjeu de la plupart des romans du grand romancier champenois Chrétien de Troyes. La contestation aristocratique laïque de la mainmise des clercs sur la définition des formes légitimes de l'amour se double aussi d'un véritable défi de la fonction des clercs comme ceux qui contrôlent la médiation avec Dieu. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre le thème du Graal dans la littérature chevaleresque. Le thème du Graal s'est inventé par Chrétien de Troyes dans son dernier roman, intitulé Perceval ou le Comte du Graal, mais il a surtout été développé ultérieurement dans les romans en prose du début du 13e siècle, et notamment dans La quête du Saint Graal. Qu'est-ce que le Graal? Si je vous pose la question, c'est quoi le Graal? La coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a reçu le sang du Christ. Ça, c'est une des versions, en effet, tout à fait. Des fois, c'est une assiette. Des fois, c'est un vase. Des fois, c'est un récipient. Des fois, c'est une roche. On ne sait pas vraiment c'est quoi le Graal. Mais ce qui est certain, c'est que c'est effectivement la chose qui a recueilli le sang du Christ au moment où Longin lui a percé le flanc puis que le sang a sorti. Et cette chose-là, donc, ce récipient-là a une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'au 12e siècle, on dit que c'est précisément le moment où l'Église est née, d'une part, le moment où le sang a jailli de la plaie du Christ, et le sang du Christ, c'est aussi ce que réussissent à fabriquer lors de chaque messe les prêtres par le biais de la transsubstantiation. Donc le Graal arrive à un moment où le sang du Christ est hyper important dans les débats théologiques chrétiens. Et donc, en présentant les chevaliers comme ceux qui doivent chercher le Graal, et en présentant Joseph d'Arimathie, celui qui a descendu le Christ de la croix, comme le premier des chevaliers, mais ce que font les chevaliers, c'est de dire, en réalité, ce n'est pas les clercs qui sont le plus près de Dieu. Ce n'est pas les clercs qui bénéficient, qui sont au plus près de la substance divine. Ce sont les chevaliers. Et donc, dans le thème du Graal, on écarte complètement les clercs. On fait comme s'ils n'existaient pas. On met les chevaliers à l'avant-plan. On dit donc, non seulement les chevaliers maîtrisent l'amour, mais en plus, ils sont plus près de Dieu. Ça demeure quand même le thème du Graal, strictement une contestation idéologique. Mais de toute façon, à partir des premières années, plutôt des premières décennies du 13e siècle, la dynamique entre le chevalier et les clercs s'atténue et laisse davantage place à une forme de coopération. Cela s'explique principalement parce que les clercs ont atteint leur objectif. En gros, malgré toutes les contestations, les aristocrates laïcs ont fini par se ranger à leur demande. Puis du reste, il faut dire que les clercs cisterciens eux-mêmes, les clercs en général, mais les cisterciens eux-mêmes en particulier, ont aussi pris le goût à la chevalerie, et n'ont pas de problème à écrire des récits de chevalerie pour réfléchir aux réalités supérieures que peuvent tenter de déchiffrer les moines. Donc il y a vraiment, à partir du 13e siècle, une interpénétration entre la culture des moines et la culture des chevaliers. Le chevalier peut dès lors devenir, sous la plume des moines,
ou sous la plume des clercs en général, un modèle de vertu. C'est-à-dire qu'il perd sa charge subversive, puis au contraire, il devient une figure que les clercs respectent et encensent en échange du respect des chevaliers. En jouant cette partie-là, les clercs font un peu comme les propriétaires d'équipes sportives. Pendant que tout le monde regarde les joueurs pendant le match, ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est les propriétaires de l'équipe. Vous comprenez? On met la lumière sur le chevalier, on exalte ses vertus, parce que de toute façon, le chevalier finit par renforcer le pouvoir clérical. Ça mène au développement de fantastiques images comme celle que vous avez là, qui est une image d'une psychomachie en réalité. Ce que vous avez ici dans cette page, ce sont toutes les vertus chrétiennes associées à une pièce de l'équipement chevaleresque et qui luttent contre les cohortes de démons. Vous avez là les 7 péchés capitaux associés de leur tralée de sous-péchés. Et les clercs n'ont pas besoin, les clercs n'ont pas de problème à reprendre la phrase du livre de Job et de dire, comme vous avez en haut, « Militia est vitam hominis super terram », c'est-à-dire la chevalerie est la forme de la vie de l'homme sur terre. À partir du deuxième tiers du 13e siècle, en parallèle avec son harmonisation avec le discours clérical, la chevalerie connaît un autre changement fondamental, c'est qu'elle sert alors de laboratoire à l'invention de la noblesse. La noblesse, c'est quoi? La noblesse, c'est une catégorie sociale d'aristocrates laïcs dominants dont les privilèges sont protégés par le droit et dont les privilèges se transmettent par la naissance. Par la naissance, c'est-à-dire par le mariage des parents. D'accord? Si on est noble, ça veut juste dire que vos parents vous ont eu comme enfant puis que vos parents étaient nobles. Et la catégorie de la noblesse en tant que telle, n'existe pas avant la fin du 13e siècle, avant qu'on assiste à son invention. Et la noblesse a l'intelligence de capter la chevalerie. C'est-à-dire que les nobles se mettent à de plus en plus s'approprier la chevalerie en écartant tous les fils de chevaliers qui ne sont plus capables de se l'offrir et de se la payer. Et donc, la chevalerie qui était cet idéal entre 1175 et 1235, cet idéal qui unifiait le groupe chevaleresque, finit par être complètement capté par la strate supérieure qui s'en fait une distinction méritocratique supplémentaire pour asseoir son pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, la chevalerie change vraiment de sens. La chevalerie, telle que je vous l'ai présentée jusqu'ici, atteint son apogée dans la seconde moitié du 13e siècle. À mon avis, en tout cas. Parce que dans la seconde moitié du 13e siècle, c'est la période où cette forme culturelle dominante, qui était née dans l'Europe du Nord-Ouest, la France entre Loire et Rhin, la Flandre, l'Angleterre, se répand à l'échelle de l'Europe tout entière. Déjà au 13e siècle, au début du 13e siècle, les aristocrates allemands se la sont appropriés puis ont vraiment poussé les romans chevaleresques loin. Les romans chevaleresques les plus compliqués sont des romans écrits en allemand et ça donne la tradition de la table ronde qui mène aux œuvres notamment de Wagner, comme le Parsifal. Mais après 1250, ce sont vraiment toutes les aristocraties laïques d'Europe qui s'approprient la chevalerie, en particulier celles d'Italie du Nord, de l'Espagne et de Catalogne, qui deviennent, avec les villes marchandes de Flandre et de Picardie, les plus dynamiques foyers d'invention et d'écriture sur la chevalerie. Venise devient même le centre culturel d'une production originale de chansons de gestes et de romans en vers et en prose, composés en franco-vénète, c'est-à-dire dans un dialecte français qui est utilisé à Venise pour écrire des œuvres chevaleresques. Puis les rois de France et d'Angleterre, à la fin du 13e siècle, embrassent vraiment pleinement le rôle que leur assigne la chevalerie. À la manière des seigneurs de la littérature chevaleresque, ils organisent d'immenses fêtes, d'immenses tournois, notamment pour célébrer la chevalerie de leurs enfants. Au début du 12e siècle, ce sont déjà des fêtes somptueuses, mais on a un prince à Doubé en compagnie de 25 personnes. À la fin du 13e siècle et au début du 14e, du côté des rois de France et des rois d'Angleterre, on parle de près de 300 jeunes aristocrates et toute leur suite qui sont adoubés en grande pompe à Paris et à Londres. Donc les rois vraiment utilisent tout leur pouvoir de taxation dans les États naissants pour faire exister la chevalerie, pour montrer que c'est eux, les rois de ces États, qui gagnent en puissance, qui en ont le contrôle. Mais ces grandes fêtes de la chevalerie du 14e siècle
qui sont aussi les années où sont réunies les plus grandes armées médiévales, la fin du 13e siècle, c'est vraiment des années d'apogée en général, connaissent une fin abrupte, parce que dès le 14e siècle, la disette et les famines mettent à mal les finances publiques. La guerre de Cent Ans entraîne des changements structurels profonds qui remettent en question le rôle des chevaliers dans la bataille, et la peste noire décime entre le tiers et la moitié de la population de la chrétienté. Les grandes fêtes d'adoubement du 13e siècle deviennent définitivement chose du passé. À partir du 14e siècle, la chevalerie perdure, cependant qu'elle change résolument de forme. D'une part, les titres de chevalier et d'écuyer perdent leur sens premier. Les titres de chevalier et d'écuyer deviennent un échelon parmi d'autres dans la hiérarchie de la noblesse. Cette chevalerie de noblesse n'a pas de caractère méritocratique. Donc, elle ne s'acquiert que par la naissance. La noblesse a réussi à capter la chevalerie. D'autre part, les rois et les princes renoncent à adouber en masse les enfants des aristocrates laïcs de leur royaume. Ils fondent plutôt une myriade d'ordres de chevalerie très restreints, comme l'ordre du bain, l'ordre de la nef, l'ordre de l'étoile, l'ordre de Saint-Michel, l'ordre de Saint-Louis ou l'ordre de la Jarretière. Rois et princes se constituent ainsi un réseau de chevaliers très étroit qui reprend les principes méritocratiques en promettant un accès direct au souverain à une petite clique de gens choisis, en récompense évidemment de leurs bons et loyaux services. Et donc, en même temps, cela dit, les rois et les princes manifestent leur pouvoir de magie sociale, visible dans leur capacité d'élever une personne au rang de chevalier, de légitimer un bâtard ou d'anoblir un roturier. Plus près de nous, en Nouvelle-France, ce sont deux types de chevalerie que l'on observe. Je fais une petite publicité en passant. Cet été, il y a une grande exposition d'armure au musée Pointe-à-Calière à Montréal qui comporte qui termine en tout cas par une évocation de la chevalerie en Nouvelle-France. Donc, certains des nobles qui sont envoyés dans la colonie pour y officier sont des chevaliers de naissance, mais d'autres sont aussi des gens qui sont récompensés par l'ordre de Saint-Louis. Le célèbre chevalier de Lévis, qui est le vainqueur de la bataille de Sainte-Foy, par exemple, lui était effectivement un chevalier par titre de noblesse, mais d'autres, comme le gouverneur Calière à Montréal, lui, se prétendait chevalier parce qu'il avait été intégré à un ordre élitaire de chevalerie, l'ordre de Saint-Louis. C'est évidemment des distinctions qui perdurent sous le régime britannique, comme le montre le cas du noble bas-canadien et patriote François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier. Et c'est bien ce pouvoir de transmutation du statut social des personnes que reprennent à leur compte la reine d'Angleterre, le président français et les premiers ministres canadiens et québécois quand ils distribuent le titre de chevalier et leurs autres hochets. Mais vous conviendrez que de cette chevalerie, il ne reste plus rien, des armes ni de l'amour. Merci beaucoup pour votre attention.